Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Mon premier invité va se présenter comme candidat du district 12. C'est Jean Talon, les Colibris, Île Sainte-Thérèse pour l'équipe André Bouchard. Il s'agit de M. Jean-François Dumas. M. Dumas, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Certaines personnes l'auront peut-être reconnu. Vous êtes quelqu'un qui avait travaillé, qui travaille avec les médias. Vous êtes à la tête d'Influence Communication. On aura l'occasion d'y revenir. Ouais. Mais qu'est-ce que... Bon, on sait qu'en travaillant avec Influence Communication, vous êtes intéressé à la politique, mais pourquoi la politique municipale et avec l'équipe André Bouchard? Je suis un résident de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2014. Donc, j'ai eu l'occasion de voir et d'assister à toutes sortes de choses. Et j'en suis rendu dans ma vie à un point où j'ai envie un peu de donner au suivant, de m'engager puis de servir les citoyens. C'est pas une question d'affaires, c'est une question de service. Et pour avoir discuté avec mes concitoyens, pour avoir jasé avec pas mal de monde, je me suis dit, il y a des choses à faire ici à Saint-Jean. Je trouve que la ville est rendue... Moi, je dis souvent, la ville est en crise d'adolescence. Parce que la ville s'est développée énormément. C'est quand même maintenant la 11e plus importante ville au Québec. On a dépassé depuis 2 ans plus de 100 000 habitants. On a des enjeux d'infrastructure, des enjeux de services. Et il faut que les gens qui sont au conseil municipal se dévouent pour les citoyens plutôt que pour leur propre service à eux. Et je me suis dit, dans cette inspiration-là, je me suis dit, j'ai envie de contribuer, faire ma petite part. Bon. Mais pourquoi avoir choisi aussi l'équipe André Bouchard? Pourquoi avoir choisi Mme Bouchard? Bien humblement, je vais vous dire que j'ai l'impression qu'on s'est choisis mutuellement. OK. Parce que j'ai eu l'occasion de jaser avec elle, de rencontrer les membres de l'équipe, puis j'étais en réflexion. Et j'aime beaucoup cette femme-là, qui est honnête, qui est intègre, qui est courageuse, qui n'a pas peur de ses opinions, puis et qui surtout a à cœur le bien-être des citoyens. Et ça m'a séduit. Et je l'ai regardé aller parce que j'étais allé aux dernières élections, même si je n'étais qu'un simple citoyen. Et je l'ai regardé aller, puis cette femme-là m'inspire beaucoup. Et ça n'a pas toujours été facile avec le conseil municipal, entendons-nous, dans les dernières années, mais elle a fait beaucoup et je trouve que maintenant, il faut passer à un autre niveau. Il faut également, je vous dirais, arriver avec des solutions modernes à des problèmes qui sont... On a de vieux problèmes. On pense, entre autres, au Boisé, le fameux Boisé, l'ancien camping sur l'île Sainte-Thérèse. Il faut arriver avec des nouvelles solutions, avec des nouvelles approches. Les vieilles querelles stériles qu'on entend, qu'on voit, ça ne sert pas les citoyens. Il faut essayer... Puis là, ce n'est pas juste des vœux pieux. Entendons-nous, il faut à tout le moins essayer de rafraîchir un peu l'atmosphère et d'arriver avec des nouvelles venues, des nouvelles avenues. Bon. Avant de parler des dossiers de votre district, bon, je le mentionnais, vous êtes à la tête d'Influence Communication. Oui. Entre autres, votre travail, c'est d'analyser la couverture médiatique de certains dossiers. Oui. Moi, je dis toujours que la politique municipale, c'est probablement le côté politique qui touche le plus les gens, mais dont les gens s'intéressent le moins. Oui. Est-ce que vous constatez ça? Est-ce que vous aimeriez que les gens s'intéressent plus à la politique municipale? Oui, absolument. Mais il y a un enjeu important, c'est l'affaiblissement des médias dans l'ensemble des régions. Puis je ne vous parle pas des médias nationaux, mais les citoyens qui nous regardent, il y a de moins en moins de médias locaux. La preuve, on en a de moins en moins, même ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je peux vous dire que les gens de Saint-Jean sont très gâtés parce qu'une télévision comme celle-ci, un journal comme le Canada français, c'est très rare maintenant dans les régions. Absolument. Et heureusement, cependant, il y en a de moins en moins à travers le Québec. Et ça a un impact sur l'intérêt, ça a un impact sur le taux de participation aux élections municipales. Ça a un impact sur le fait que les gens qui nous regardent aujourd'hui ont l'impression que plus les médias vont parler de quelque chose, plus le sujet est important. Quand les médias n'en parlent pas, ça n'existe pas ou il n'y a pas d'enjeu. Et par conséquent, quand il y a très peu de médias ou très peu de personnel, ça affecte la perception des gens. Ça affecte également le travail des élus. Parce qu'à l'Assemblée nationale, les élus qui se lèvent le matin, ce qu'ils font, la première chose qu'ils font, ils lisent leur plus récent sondage et ils lisent leur revue de presse. Si vous n'êtes pas dans le Kodak politiquement, vous n'existez pas. De là, l'importance du rôle des médias, de votre job à vous, dans une ville, une région comme Saint-Jean. Et je conclurai en disant qu'il y a une diminution des médias, mais aussi une diminution des sujets, parce que souvent, c'est un ou deux sujets qui monopolisent souvent l'attention des bulletins de nouvelles, et ensuite, les autres sujets passent un peu sous la loupe. On dirait qu'on développe moins de sujets, on développe seulement un ou deux sujets, et c'est mon impression. Oui, absolument. Mais... Et juste une petite donnée en terminant, on a découvert il y a quelques années un parallèle intéressant entre le taux de participation aux élections et la proportion de contenu régional dans chacune des régions. Plus il y a des médias locaux, plus les médias parlent de ce qui se passe localement, plus le taux de participation aux élections municipales est élevé. Bon. Et par conséquent, à l'inverse est aussi vrai. Moins on en parle, moins les gens vont voter. Donc, de là, votre rôle qui est très important ici. Bon, tant mieux.
On va donc parler de dossiers qui touchent votre région. Vous en avez parlé un peu. Il y a le dossier de la Pinède là, qui vous préoccupe dans le quartier. Oui, le fameux dossier de la Pinède, ça fait quoi, 25, presque 30 ans que ce dossier-là perdure. On a essayé de trouver des solutions, ça ne marche pas. La conseillère sortante, Jessica Racine-Lehoux, a fait quelque chose d'intéressant en 2024, a contribué au changement de réglementation pour la coupe d'arbres, qui a permis, évidemment, d'empêcher l'entrepreneur de développer plus d'une centaine de maisons et de protéger cet espace-là. Maintenant, ça c'est beau, mais on fait quoi? SOS Boisé-Lapinède a fait beaucoup dans les dernières années, a permis, ces gens-là ont fait beaucoup de travail, ont permis de garder ce dossier-là actif, de le garder dans le Kodak, comme je vous parlais tout à l'heure. Et là, maintenant, il faut arriver avec des nouvelles solutions innovantes. Nous avons préparé, on est en consultation avec les aviseurs légaux, on est en train de préparer un plan qui va être très intéressant pour le dossier de Lapinède, quelque chose qui est complètement nouveau, une approche. Quand je vous parlais de nouvelles approches à des vieux problèmes, et dans les prochains mois, on aura l'occasion de peut-être de revenir ici, de vous en parler plus en détail, mais c'est ce genre de solution-là, à mon avis, qu'il faut étendre largement pour la ville de Saint-Jean, de nouvelles approches, de nouvelles idées, ce qu'on dit, sortir de la boîte, penser à l'extérieur de la boîte en mauvais français, avec des nouvelles solutions pour tenter de régler des problèmes. Parce que si vous arrivez avec les mêmes solutions qui ne marchent pas depuis des années, vous allez arriver au même résultat aujourd'hui. Donc, vous avez l'intention, dans chacun des dossiers que vous allez entreprendre, de parler à la population, d'aller chercher le pouls pour essayer de... Peut-être pas un consensus, mais d'aller chercher l'espèce de consensus pour chacun des dossiers, dans le fond. Consulter les gens. Se rapprocher du milieu des affaires également, les impliquer, les intéresser à l'ensemble des dossiers et se rendre disponible auprès des citoyens qui peuvent avoir, à un moment donné, qui peuvent se sentir lésés ou abandonnés ou pas assez consultés. Ouais. Moi, ma job, c'est je suis quelqu'un qui écoute, qui est attentif, quelqu'un qui parle au monde et je me rends disponible à tous les citoyens qui veulent m'écrire, m'appeler, venir me voir. Bon. Un autre dossier qui touche votre secteur, c'est l'école qu'on veut construire dans ce quartier-là. Là, on a repoussé donc la construction. Beaucoup de citoyens s'y opposaient, question environnementale. Quelle est votre position là-dessus pour l'école? La Ville a analysé un ensemble de terrains, de possibilités de terrains. Il y en a 7 qui ont été retenus pour l'analyse finale et on semble s'arrêter sur une solution finale. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est que parce qu'on pense avoir fait le tour de tous les terrains possibles et imaginables à Saint-Jean, parce qu'on s'entend que la priorité, il faut construire une école dans le 12. Oui. On a un urgent besoin pour les citoyens de trouver une solution et de construire une nouvelle école. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Autrement dit, tout le monde est pour la tarte aux pommes. Maintenant, il faut trouver la bonne recette. Cependant, une fois qu'on s'est dit ça, là, est-ce qu'on a oublié des terrains? Est-ce qu'il y a d'autres zones qu'on devrait approcher, qu'on devrait analyser? Moi, je me mets encore une fois à la disposition des gens. Si jamais vous pensez qu'il y a un bout de terrain quelque part qu'on aurait dû analyser, mettre sur la pile et passer dans la moulinette, je suis prêt à défendre et amener ce dossier-là à la mairie pour dire « Hey, celui-là également, il faut le regarder ». En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut être contre le choix du terrain, mais si on est contre, encore faut-il amener une autre solution, c'est ça? Oui, à tout le moins qu'on garde. Si vous avez d'autres idées ou si vous vous dites ce bout de terrain-là, on ne l'a pas analysé, je me veux votre défenseur, je veux votre porte-parole, je vais aller à la mairie pour aller proposer cette analyse-là. Mais ça prend une nouvelle école, ça c'est clair. Oui, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, tout le monde est d'accord. Il y a aussi la sécurité qui vous préoccupe. Là, vous souhaitez, en fait, même limiter la vitesse dans votre district. Oui, puis en fait, je cherche à la limiter, pas nécessairement au niveau de la limitation de la vitesse, je cherche à la limiter de façon intelligente et de façon économique. Dans l'esprit des gens, beaucoup de gens disent on devrait construire des dos d'âne ici et là. Et la mairesse de Longueuil avait déclaré dernièrement dans une entrevue combien ça coûtait construire un dos d'âne. C'est 10 000 $? Oui, quelque chose comme ça. Ça, c'est à part les risques d'impact sur les structures, pour la rue, sur les maisons. Alors, ça coûte très cher et c'est risqué. Il y a des solutions, il y a des alternatives. D'installer ce qu'on appelle des balises, les fameux petits poteaux flexibles, d'installer des pots de fleurs, d'installer même des balises dans le milieu de la rue. Évidemment, quand vous arrivez entre deux balises, naturellement, vous réduisez votre vitesse parce que vous ne voulez pas abîmer votre voiture. C'est le genre d'outil, d'approche qui permet naturellement de réduire la circulation. Pas la circulation, mais le trafic. Et malheureusement, étant donné qu'il y a de plus en plus de circulation, de plus en plus de voitures, on voit ce problème-là de plus en plus important. Donc, il faut trouver des solutions, encore une fois,
innovante, parce que si on se dit c'est les dos d'âne qui vont tout régler, on va se tromper, ça va coûter trop cher, puis on va le regretter. Mais il y a un problème. Oui, il y a un problème. Il y a un problème, et la plupart des citoyens peuvent en témoigner dans les rues, dans les rues résidentielles, et c'est souvent, je vous dirais, je vais vous confier que statistiquement, j'ai vu ça très souvent, les plus gros générateurs de problèmes en termes de vitesse dans les quartiers, c'est les gens qui habitent dans le quartier. Ouais. Parce qu'ils sont familiers avec les rues, les angles, et les gens, souvent, vont trop vite parce qu'ils sont pressés, ils ont la tête ailleurs, parce qu'ils connaissent, sont familiers avec l'environnement. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des façons gentiment, mais de façon efficace et efficiente pour réduire la vitesse dans ces quartiers. Bien, ça confirme un peu les statistiques, là, je ne sais pas si elles sont récentes, mais que la grande majorité des accidents se passent à peu près à l'intérieur de 5 à 10 km de la résidence, parce que justement, on porte moins attention, parce qu'on connaît le quartier, mais on fait peut-être moins attention, donc ça peut peut-être confirmer ces chiffres-là. Oui, puis là, on parle de vitesse, mais la motivation première de réduire la vitesse, c'est la sécurité publique. Mm-hmm. Nos enfants, j'ai été témoin à plusieurs reprises d'enfants qui jouaient dans la rue, puis des voitures qui passent à toute vitesse, ou des livreurs, des livreurs de compagnie qui arrivent, ils connaissent le quartier, ils roulent vite. Ce sont des risques inutiles qui viennent mettre en danger la sécurité de nos familles, de nos enfants. Ça m'inquiète beaucoup. Quelle est votre vue sur le développement commercial, autant du district que la ville de Saint-Jean en particulier? Il faut... J'étais pas nécessairement dans le 12, mais particulièrement ici dans l'ensemble de Saint-Jean, on a besoin un peu de revigorer le dynamisme économique. Ça me fait penser à certains quartiers de Montréal. Malheureusement, ça va nous prendre, à un moment donné, un petit coup de pouce pour revigorer tout ça. Et ça fait partie un peu de la nouvelle vision pour dynamiser la ville. On parle d'infrastructures. Les infrastructures ont cruellement besoin de nouvelles visions, mais également le développement commercial, le développement d'affaires, d'intéresser les entreprises et des petits investisseurs, des propriétaires, pas juste des propriétaires de pawn shop, c'est pas ça qu'on veut. C'est parce qu'on ne voudrait pas tomber dans un quartier comme ça. On veut dynamiser et amener des gens, donner le goût à des citoyens de venir dépenser des sous au centre-ville avec des commerces intéressants, pas juste de la restauration, mais des boutiques, que ça soit dynamisé et que ce soit le fun de venir à Saint-Jean. En une minute, comment vous voyez Saint-Jean pour les 4 prochaines années si vous êtes élu au conseil municipal? Je vous dirais, je vais être plate, mais moi, je me vois pas dans les 4 prochaines années. Je pense que si on est responsable, quand on parle d'infrastructure, ce ne sont pas des solutions qu'on peut régler pour 4 ans, mais plutôt pour 20 ans. Il faut penser à nos infrastructures et à l'ensemble des services et à la vision qu'on a pour les citoyens de Saint-Jean, non pas pour 4 ans, mais pour les 20 prochaines années au moins, sinon je n'ai pas d'affaires là. M. Dumas, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et puis bonne campagne électorale. Merci. On aura l'occasion de se reparler à l'automne avec la couverture que l'on fera de la campagne et puis au plaisir de se reparler. Assurément, merci. Merci à vous. Donc, on fait une courte pause et on revient tout de suite après. Le Tonadef du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. On vient tout juste de publier un rapport, en fait, c'est une enquête sur la santé des jeunes au secondaire concernant la consommation de tabac, d'alcool et autres drogues.
Et pour vous en parler, j'ai 2 invités. D'abord, Mme Isabelle Foigny, qui est chef de service santé mentale et scolaire à la santé publique de la Montérégie. Mme Andréane Fortin, qui est expert conseil pour la santé publique. Mesdames, bonjour. Bonjour. Peut-être nous expliquer un peu, donc, d'abord, le processus derrière cette enquête. En fait, c'est une enquête québécoise qui, à chaque 6 ans, revient. Donc, les jeunes y répondent régulièrement à cette enquête-là. Il y a plusieurs données sur la santé des jeunes qui sont présentées. Il y a plus de 70 000 jeunes au Québec qui y répondent. Puis ça, c'est les écoles publiques, privées, francophones et anglophones. Puis, comme vous l'avez dit, c'est les résultats du tabac, du vapotage, des substances psychoactives et des autres drogues dont on vient vous parler aujourd'hui. Bon. Dans le grand public, on peut peut-être remarquer une amélioration. On voit peut-être que les gens fument moins, mais peut-être consomment plus d'alcool. Est-ce que c'est le constat qu'on fait dans ce rapport-là, le rapport qui a été déposé? Au niveau du tabagisme, ce qu'on voit, c'est vraiment une diminution constante depuis plusieurs années. Puis on est à seulement 1 des jeunes qui fument la cigarette traditionnelle en Montérégie. Donc, c'est un super constat qu'on a vu. Par rapport aux substances psychoactives, dans le fond, si on parle d'alcool et de cannabis, qui sont les 2 principales substances dont on parle dans le rapport, il y a une diminution globalement de la consommation chez les jeunes. Par contre, la consommation chez les garçons a diminué davantage que chez les filles, ce qui fait que pour la première fois, dans le fond, on est à la 3e édition de cette enquête-ci. Ouais. Puis c'est la première fois en 3 éditions que la consommation chez les garçons surpasse celle des filles, tant pour l'alcool que pour le cannabis. En fait, la consommation chez les filles dépasse... Oh, j'ai dit le contraire? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, mais c'est bien les filles, hein, c'est ça? Oui, les filles, je m'excuse. La consommation des filles a surpassé celle des garçons, puis c'est la première fois que ça arrive. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Parce que moi ça m'a étonné de voir ça, là, mais est-ce qu'il y a une explication? On n'a pas d'explication hors de tout doute. Dans le fond, quand on a des enquêtes, on reçoit les données, mais ça ne vient pas avec des explications pour qu'on comprenne pourquoi c'est ça les résultats. Il n'y a pas de données scientifiques non plus actuellement qui viennent nous expliquer pourquoi c'est comme ça. Par contre, si on regarde globalement dans d'autres résultats de la même enquête, on voit que pour la santé mentale des jeunes, chez les filles, ça allait moins bien également. Donc, elles percevaient avoir une moins bonne santé mentale que ce que les gars percevaient de leur santé mentale. Au niveau des symptômes, elles ont davantage de symptômes de santé mentale également. Si on regarde au niveau des réseaux sociaux, les filles sont davantage sur les réseaux sociaux par rapport aux garçons, puis ça peut avoir un impact sur la santé mentale. Donc, on peut émettre l'hypothèse selon laquelle le fait pour les filles de consommer, ça pourrait être dans l'espoir de se sentir mieux. Bien, en fait, vous devancez ma question parce que j'ai interviewé justement un expert de la santé publique, justement, là-dessus, que les filles étaient beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc, on parlait de stress à l'époque. Donc, ça augmentait le niveau de stress chez les jeunes filles, notamment à cause des médias sociaux. Les filles sont plus sensibles à la critique qu'on peut faire. Donc ça pourrait peut-être... Ça pourrait expliquer, effectivement, oui. C'est ce qu'on voit, là, grosso modo, à la lumière des données actuelles. Ouais. Si je peux ajouter, oui. Par rapport au vapotage sur les médias sociaux, ce qu'on voit beaucoup, c'est les techniques de marketing de l'industrie du vapotage. C'est beaucoup de promouvoir la vapoteuse comme un accessoire mode, à la tendance. Donc, on voit que les filles sont peut-être un petit peu plus réceptives à ce genre de techniques de marketing. Oui, c'est ça. Donc, vous parliez du vapotage, justement. Bon, il y a une baisse donc, du tabagisme, mais une hausse de l'utilisation de ces cigarettes électroniques auprès des jeunes. En fait, oui, on voit une hausse, et cette hausse, elle est uniquement présente en Montérégie chez les filles. Ce qui est intéressant parce que les garçons, c'est une belle victoire. C'est demeuré constant au travers des 2 dernières enquêtes. Mais chez les filles, il y a une hausse. On peut penser aussi qu'il y a beaucoup de... Comme Isabelle disait, on n'est pas en mesure de donner une explication, mais on a des hypothèses. L'une d'elles, c'est par rapport à la santé mentale. Il y a beaucoup de jeunes dans les écoles secondaires qui nous disent vapoter pour gérer leur anxiété, alors qu'au contraire, c'est pas une méthode qui fonctionne réellement. Non, c'est ça. Puis vapoter aussi, quelqu'un m'avait déjà dit, bien, c'est cool de faire. Les couleurs aussi sont attrayantes pour les jeunes. Donc, il y a peut-être aussi une partie d'explication. Oui, du marketing de l'industrie, exactement, qui ont malheureusement réussi à bien marketer leurs produits. Bon. Si on regarde plus en détail, donc, pour revenir un peu à la consommation d'alcool et de drogue, donc, une baisse chez les garçons, une autre chez les filles, on en a parlé. Et il y a aussi le fait que les filles consomment de plus en plus tôt qu'auparavant. Oui, dans le fond, au niveau de l'âge d'initiation pour l'alcool, ça a augmenté.
Par contre, ce qui a augmenté, c'est chez les 12-14 ans et non pas chez les plus vieux. C'est resté stable. Ouais. Au niveau du cannabis, c'est relativement stable pour l'âge d'initiation. Mais là où c'est problématique, c'est que quand on consomme avant l'âge de 13 ans, qu'il y a une initiation précoce, c'est que ça augmente les risques d'avoir une dépendance, d'avoir une consommation problématique à l'âge adulte. Donc, on veut retarder au maximum. Bon. Est-ce que ça aussi, c'est remarquable au niveau du tabagisme aussi, qu'on est de plus en plus jeune? Non, au niveau du tabagisme, ça, on est toujours dans les bonnes nouvelles à ce niveau-là. Il y a de moins en moins de jeunes qui s'initient si tôt au tabagisme, donc à la cigarette traditionnelle. Ouais, je vais donner quelques chiffres parce que, évidemment, on s'adresse au Richelieu-Rouville. Et vous confirmerez ou non si les chiffres sont exacts. Mais pour la consommation excessive d'alcool, on parle de 40 pour les filles, 23 chez les garçons. Consommation de cannabis, 23 chez les jeunes filles, comparativement à 15 chez les garçons. Et 6 des jeunes ont consommé du cannabis, et ce, durant toute une semaine. Donc, c'est quand même des chiffres là, qui sont quand même révélateurs sur qui consomme et sur la façon aussi dont les jeunes consomment alcool, drogue et autres. Effectivement, on voit les filles, dépendamment de la consommation, il y a chez les filles soit une stabilisation ou une légère hausse, alors que chez les garçons, à l'autre édition, donc en 2016-2017 de la même enquête, ils étaient à peu près au même niveau que les filles au niveau des chiffres, sauf que là, les gars ont diminué beaucoup. Les filles sont restées relativement stables ou ont légèrement augmenté. C'est ce qu'on voit comme différence, malheureusement. Donc, dans nos interventions, il va falloir, dans nos actions de promotion, prévention, on va faire comme on fait avec tout le monde. Dans le fond, on est en universel en prévention. Donc, il va falloir qu'on fasse des interventions pour l'ensemble des jeunes, mais il va falloir qu'on s'assure que ce qu'on fait soit attrayant pour les filles. Donc, en sondant les filles, il va falloir qu'on aille les embarquer dans des comités, divers comités, pour voir bien, qu'est-ce qui fait, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi elles vont moins bien, puis voir comment est-ce qu'on peut les aider. Puis là, on a, nous, des organismes en prévention des dépendances. Il y en a 7 en Montérégie, dont un qui s'appelle Action Dépendance, qui est pour le territoire ici. Puis eux, ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils travaillent les compétences personnelles et sociales, comme par exemple la gestion du stress et des émotions, la gestion de la pression des pairs, la connaissance de soi, la demande d'aide. Donc, on travaille des choses comme ça. On va travailler avec eux comment est-ce qu'on peut avoir des saines habitudes de vie, comment est-ce qu'on peut favoriser la santé mentale positive. Puis, en parallèle avec ça, on veut s'assurer que les environnements soient favorables au développement des jeunes. Donc, s'assurer, admettons, qu'on ait des espaces sans fumée, qu'on ait des parents qui sont au courant de ce qui se passe. Donc, on a un site aussi qui s'appelle En mode ado, où est-ce que les parents peuvent aller chercher de l'information qu'ils peuvent utiliser après pour ouvrir le dialogue avec leurs jeunes. Donc, on fait tout ça pour aider parce qu'effectivement, c'est inquiétant. Oui, c'est ça. Et vous lancez d'ailleurs un appel aux parents, justement, là, de voir des signes et que vous pouvez offrir des services aux parents, des conseils pour justement voir ce qui se passe et contrôler cette consommation-là, parce qu'il y a des choses à faire pour contrôler ça, de toute façon, là, pour les jeunes. Oui, nous, dans le fond, on n'est pas en intervention, on est en prévention. Non, exact, oui. Donc, on a, sur le site En mode ado, il y a différentes fiches qui existent dans un coffre à outils. Puis, dans chacune des fiches, il y a une explication de, mettons, c'est quoi le vapotage de cannabis, c'est quoi le vapotage de nicotine, alcool et les autres drogues. Puis, il y a des conseils qui sont donnés. Donc, les parents peuvent aller se référer aux différentes fiches puis amener ça en discussion par la suite avec leurs jeunes pour, dans le fond, prévenir. Puis, quand aussi nos organismes en prévention des dépendances vont donner des ateliers dans les écoles, il y a un courriel qui est envoyé aux parents où est-ce qu'ils voient qu'est-ce qui a été abordé, puis ça permet aux parents d'ouvrir le dialogue. Les parents peuvent contribuer aussi pour éviter d'augmenter la consommation par leur rôle de modèle. Donc, en offrant un modèle qui est sain, les enfants, les ados ont plus de chances d'aller dans le même sens que leurs parents, en mettant des règles qui sont claires aussi sur la consommation, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, en permettant aussi aux jeunes de découvrir des passions. Donc, si je m'en vais, je ne sais pas, moi, on parlait de tennis tout à l'heure avant de commencer l'entrevue, donc si j'inscris mes enfants au tennis, bien, pendant qu'ils sont au tennis, ils ne sont pas en train de consommer. Exact. Donc, je découvre des passions, je découvre des moyens de gérer mon stress éventuellement, de faire des choses qui sont agréables pour moi. Puis aussi, les écoles ont des codes de vie. Donc, si l'école doit appliquer une règle du code de vie, bien, il faut que les parents soient cohérents aussi avec l'école. Puis ça va aider aussi pour pas qu'il y ait de hausse de la consommation. Mais
sais, on disait que ça allait moins bien pour les filles, mais quand on regarde globalement, je tiens à rappeler qu'il y a quand même une amélioration au niveau de la consommation, tant pour le cannabis que pour l'alcool, si garçons et filles sont réunis. En fait, c'est ça. Il y a moins de jeunes qui consomment, mais là, le pourcentage de filles augmente peut-être au détriment des garçons, mais globalement, les jeunes consomment moins. C'est ça? Exactement, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc, on voit que les efforts portent fruit quand même. C'est ça. Donc, vous parlez d'efforts. Donc, toutes les campagnes de sensibilisation que l'on fait, visiblement, là, ça rapporte. Ça porte ses fruits, en effet. Il y a aussi, Isabelle mentionnait qu'il y a des organismes en prévention des dépendances. Cette année, il y a aussi des maisons des jeunes. Il y a une vingtaine de maisons des jeunes qui se sont engagées à faire au moins 3 activités de prévention du vapotage dans l'année. Bon. Donc, il y a plusieurs milieux, pas juste le milieu scolaire, le milieu communautaire aussi emboîte le pas pour faire des belles actions pour favoriser la santé et le bien-être de nos jeunes. Bon. Il y a le cannabis qu'on a effleuré un peu. Je sais que c'est plus accessible à cause des points de vente de SQDC. Bon, les jeunes n'ont pas accès, mais quand même, ça devient quand même plus facile d'avoir accès. Qu'est-ce qu'on remarque dans la consommation de cannabis chez les jeunes aujourd'hui? La consommation a diminué. Dans les derniers chiffres de l'enquête dont on parle, en fait, il y avait une bonne proportion qui prenait du cannabis en feuilles, donc fumé en joint. Puis on rapportait 82 qui avaient vapoté au moins une fois dans la dernière année, dans les 12 derniers mois. Donc, on voit que même sur le terrain, c'est ce qui est rapporté au niveau du vapotage de cannabis. C'est plus présent qu'auparavant. Puis ce qui est inquiétant par rapport à ça, c'est que le vapotage de cannabis est illégal au Québec, que ce soit pour les adultes comme pour les jeunes. Donc, ça fait en sorte que si je consomme du cannabis en vapotage, c'est je ne sais pas exactement ce que je consomme parce que je ne l'ai pas acheté à la SQDC, puis j'ai plus de risques que la substance ait une plus haute teneur en THC, donc j'ai plus de risques de développer une dépendance, de développer une psychose, des choses comme ça. Puis on sait que quand je vapote, donc que ce soit de la nicotine ou d'autres substances, il y en a qui vont penser que c'est de la vapeur d'eau que je suis en train d'inhaler, mais ce n'est pas le cas, c'est vraiment des substances chimiques. Donc quand je vapote, dans le fond, j'ai des risques pour ma santé respiratoire, pour ma santé cardiovasculaire, puis aussi, sur le long terme, on ne sait pas exactement à l'heure actuelle quels sont les impacts sur la santé du vapotage. Bon. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la situation s'améliore, mais qu'il y a évidemment encore beaucoup de prévention à faire et d'inciter peut-être les jeunes à être plus actifs, à être moins encabanés, peut-être moins s'isoler et peut-être que ça pourrait régler certains problèmes de ce côté-là. Bien, mesdames, merci beaucoup. Ça a été très bien expliqué. Puis, à la prochaine enquête. Merci. Merci, au revoir. Donc, ça conclut cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Au revoir.